Vous écoutez La Perche est à la plage, la série estivale de La Perche est dans le cadre. Notre série estivale dans laquelle on vous parle de nos films d'été préférés. Aujourd'hui, on parle du film d'été préféré de Félix, qui a choisi un film, je dirais, de vacances un peu particulière. En tout cas, je ne sais pas ce que ça raconte de toi et de ta manière de concevoir le repos et les vacances. Mais du coup, bonjour Félix. Donc Félix, est-ce que tu peux nous dire le film que tu as choisi ? J'ai choisi Lost in Translation de Sofia Coppola. Et on écoute la bande-annonce. For relaxing times, make it Centauri time. カットカットカットカット時間がないんだよ、ね、パッションがカメラテンション上げて with intensity. Is that everything? I mean, Alors, Lost in Translation, un film qui est donc sorti il y a à peu près une vingtaine d'années. Ouais, 2004. Qui est un film avec Bill Murray et Scarlett Johansson. Et globalement, de quoi ça parle ? Ça raconte du coup l'histoire de Bill Murray, qui est un espèce d'acteur sur le déclin, mais qui a toujours une grosse aura, et qui part au Japon pour faire des pubs de whisky, parce qu'il a besoin de payer ses maisons secondaires, je présume, donc loin de sa femme et de ses enfants. Et en fait, il se fait clairement super chier dans cette espèce d'hôtel extrêmement luxueux. Et en fait, au même moment, on va suivre aussi le parcours du coup de Scarlett Johansson, qui est la femme en fait d'un espèce de réalisateur / photographe un peu, connu en tout cas du coup dans la période dans laquelle ça se passe, et elle aussi c'est pareil, elle se fait super chier au Japon, et en fait les deux vont commencer progressivement à se fréquenter, et va naître une espèce d'histoire platonique un peu étrange mais très mignonne entre les deux. C'est un film qui se passe donc au Japon, dans des hôtels, dans des ambiances froides, nocturnes et un peu esselées. Ça va. Quel rapport avec l'été finalement ? Ouais, en fait, ça dépend comment tu vois la consigne. C'est-à-dire que pour moi, un film d'été, c'est un film que je rattache à cette période-là. C'est pas forcément un film qui se passe en été. Et en fait, il se trouve que Lost in Translation, je l'ai découvert quand j'étais assez jeune avec un pote. On était du coup en vacances dans une maison du coup de vacances, et il y avait très peu de wifi, très peu d'accès à internet, on avait juste une vieille télé et genre plein de cassettes, ou des DVD, pardon, on n'est quand même pas aussi vieux. C'est dur les années 70. Ouais, c'est hyper dur les années 70. Un bout de bâton. Je suis dans Adventureland. Et en fait, je sais pas, un soir on décide de se lancer un peu ce film-là parce que on connaissait un peu vite fait Bill Murray, on connaissait Scarlett Johansson, on s'est dit pourquoi pas. Et en fait, on a pris une claque gigantesque parce que, je sais pas, je pense qu'on était un peu des personnages de Sofia Coppola au même moment, tu vois, c'est l'été. Et toi aussi, t'étais un acteur sur le déclin. Voilà, exactement, je faisais des pubs pour le whisky. Non, mais tu sais, c'est l'été, tu t'ennuies, voilà, t'as un peu rien à faire et en même temps, c'est assez cool. Enfin, je sais pas, il y a une espèce d'ambiance, un peu de vibe comme ça, qui m'a vachement touché et j'ai vachement connecté avec le film, et du coup, c'est pour ça que je le rattache étonnamment à un film d'été, et je l'ai revu du coup il y a pas longtemps, et je sais pas, je trouve que vraiment cette vibe là correspond bien à ce que je rattache à l'été. Après, qu'est-ce que ça dit de moi ? J'en sais rien, mais justement, c'est toute la question. On fait une petite psychanalyse des uns et des autres. Rita, Manon, est-ce que tu l'as revu récemment ou pas celui-là? Toi, tu es plutôt Sofia Coppola Core. Ça plutôt ton. Ça dépend en fait. C'est qui tout double. Ouais. En fait, Virgin Suicide pour moi c'est l'un des films les plus intelligents du siècle. Mais en fait, Lost in Translation pour moi, je suis d'accord. En fait, je vois pourquoi tu dis que c'est un film d'été, parce que c'est un film qu'on découvre ado l'été. Ouais. Je trouve. Bah voilà. Et pour moi, c'est Brokeback Mountain. Donc en fait, j'aurais pu dire ça aussi pour cette saga des films de l'été. J'ai pas d'attachement particulier à celui-ci de Coppola. J'ai un attachement particulier à Scarlett Johansson dedans, je pense, parce que elle évoque quelque chose, une solitude tellement profonde. Et pour le coup, je reverrai pas ce film en été, je pense. C'est un film pour moi que je reverrai en hiver. Okay. Oui, parce que c'est quand même un film assez froid, qui est beaucoup sur les ambiances. Cette froideur parce que du coup, moi je l'ai revu il y a pas longtemps, et je trouve que la musique et tout, en fait, amène quand même une forme de chaleur, tu vois, et même son personnage à elle, il y a quand même quelque chose d'assez lumineux, tu vois, elle drive le film. Oui, parce que c'est-à-dire que les deux s'ennuient, mais je trouve que du coup, dans leur rencontre, il y a quelque chose d'assez doux en fait qui naît de leur rencontre. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas non plus super froid. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve pas que ce soit un film froid. C'est un film assez mélancolique. Mélancolique, très épuré, très contemplatif, mais c'est
Ouais, c'est pas froid. Moi, je crois que je l'ai pas revu depuis longtemps, mais je pense que c'est le dernier film de Sofia Coppola que j'ai aimé, à mon avis. Ouais. Mais moi, c'est marrant, j'y ai beaucoup repensé. J'étais à Tokyo il y a genre 6 mois. Ouais, flex, vas-y. Et... non, mais j'ai repensé beaucoup au film parce que voilà, quoi. je trouve que effectivement, ce truc du décalage horaire au Japon, c'est vraiment pas une légende. Enfin, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu ça où vraiment tu ne dors pas de la nuit. Mais... ça te met dans une espèce de... Enfin, moi, ça m'a mis dans une espèce de vibe comme ça, très... un peu comme ça, mélancolique et tout. Enfin, c'est pas les insomnies horribles, tu vois. C'est vraiment, ça te met dans un truc où, je sais pas, tu Parce qu'aussi, au Japon, il y a ce truc très... Tout est très bien organisé. Il y a assez peu de... Oui, puis tu peux effectivement sortir en plein milieu de la nuit dans la ville et puis ça y est, tout ira bien pour toi. Et du coup, je trouve qu'elle a assez bien retranscrit... Alors, j'étais très loin d'être dans cet hôtel avec Bill Murray et Scarlett Johansson, mais je trouve qu'elle a bien retranscrit cette espèce de vibe la nuit, en tout cas, que tu peux ressentir quand t'es genre en décalage horaire au Japon, je trouve. Ah ouais. C'est très niche. C'est très niche, mais voilà, c'est ce que j'avais à C'est dire les sur le néons film. aussi. Ouais, après, c'est sûr que du coup, moi, je le vois, je suis jamais allé au Japon, il y a peut-être un côté un peu Tu fantasmes aussi le Japon. exotique, voilà. Et Oui, mais je trouve qu'il est sorti à une époque où le Japon était moins fantasmé par les Européens. Oui, quand c'est même. vrai. Mais Tu vois, surtout et qu'en les fait, Français. c'est cette question de fantasme, du coup, peut-être relancer là-dessus, mais c'est une question de intéressante, notamment par le décor de cinéma qu'il propose, à savoir le Japon et ces fameux hôtels qui sont depuis devenus une sorte de tropisme presque quand on parle du Japon. Donc pour vous, c'est plutôt un truc que le film installe, c'est un film, c'est quelque chose qui critique aussi, entre guillemets, je trouve pas le bon mot, que c'est pas, il le critique pas forcément, mais en tout cas il le remet en perspective, puisque c'est pas forcément un truc qui fait super rêver. Le Japon, on s'imagine plutôt les temples bouddhistes et tout, on s'imagine pas forcément les hôtels vides sans Puis on âme. voit assez peu Tokyo finalement dans le film. Enfin, tout se passe quand même beaucoup Dans les chambres en d'hôtel. huis Donc en fait clos, finalement c'est un truc que c'est finalement aussi un peu le regard occidental de, en fait, quand on va dans un autre pays, on se retrouve quand même souvent à être dans des hôtels sans âme. au personnage, ouais. Et elle a pas, en vrai, Sofia Coppola, elle fait pas trop dans ce genre de tropisme dans son cinéma de manière générale. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit en mode oh Japan kawaii Non, machin. mais je sais qu'il y a beaucoup de critiques en fait, enfin quelques critiques sur le film. Il y en a d'ailleurs sur d'autres sujets, on va peut-être les aborder, mais je sais qu'il y a un peu ça. Des gens qui Ton justement, regard exotique sur le Japon. ouais, qui peuvent reprocher un peu ça, et le fait que les Japonais sont très souvent des espèces de comic relief, juste des ressorts comiques, et qu'en fait l'idée c'est juste de dire que genre ils sont un peu chelous et qu'ils sont très différents des Américains. Et je suis pas d'accord avec ça moi, parce que je trouve que du coup on est quand même C'est très plutôt le rattaché regard américain. Ouais, on est quand même très rattaché au personnage, et je trouve qu'en plus le Japon se déploie au fur et à mesure du film, et au début on le filme pas effectivement, ou alors il y a un truc très agressif, mais en même temps cohérent avec les personnages, et plus on avance et plus en fait on va avoir justement notamment vers la fin la fameuse scène sur la musique de Air, Alone in Kyoto, où il y a un truc vraiment très très mélancolique et beau en fait dans la manière de filmer le Japon. En fait, justement, bon, t'as mentionné R, moi je vais mentionner le contexte en fait du film, c'est que Sofia Coppola a écrit ce film parce qu'elle était en pleine rupture avec Spike Jonze. Ouais. Spike Jonze, lui, ça lui a pris 10 ans de plus pour digérer la rupture, et il a écrit Heure. Et faire un film d'ailleurs qui est un peu dans la même vibe. Mais complètement, mais c'est des films qui se répondent. Il se passe dans un faux Japon. C'est des films qui se répondent à 3000%. C'est deux films en fait que j'adore étudier théoriquement, mais qui me touchent moins personnellement. Aussi parce que... Vas-y. Heure qui est aussi avec Scarlett Johansson. Mais bien sûr, c'est ça qu'ils se la sont partagés de la garde. J'aurais pu le citer en film estival d'ailleurs. Mais complètement, c'est des films, en fait pour moi c'est des films, c'est leurs films leur plus... pour moi, je les imagine presque monter le film avec Wes Anderson derrière, qui les regarde et qui leur dit ça va aller, c'est pas très grave. Et Scarlett Johansson qui dit ouais, c'est vraiment relou parce que là j'aimerais bien des films plus fun et tout. Mais en fait, c'est deux films qui sont sortis à 10 ans d'intervalle. Il y a même des gens qui ont fait des comparaisons plan par plan de certaines choses qui se répondent. Et je trouve ça absolument dingue d'avoir. Moi j'aime pas généralement les gens qui font leur psychanalyse au cinéma, qui au lieu d'aller chez le psy en fait ils font un film parce qu'ils sont tristes, mais là il y a un vrai degré d'analyse et de recul sur la solitude et sur la jeune femme. Enfin, Scarlett Johansson, ça doit être une espèce de proto-Sofia Coppola, mais plus jeune. Bon, la différence d'âge entre les deux, moi, me cringe absolument, mais c'est jamais gênant. Tu veux dire avec Bill Murray. Dans le film ou au moment du tournage? Non, au moment du tournage. Ouais, en plus, sachant que Bill Murray, c'est quand même un peu un mec qui, depuis, est accusé de violence un peu chelou, pas par elle, mais juste imaginez ça, enfin, c'est pas le film, on s'en fout. Après, je pense que le personnage, pour le coup, est quand même beaucoup plus âgé dans le film que Scarlett Johansson. Mais c'est sûr que quand tu apprends le truc après coup, c'est qu'elle en a 17 même au moment du tournage. Wow. Donc c'est sûr que c'est bizarre, mais je pense qu'à mon avis, Sofia Coppola, elle l'a choisi parce qu'elle dégageait complètement, et puis ça lui a permis de faire une carrière. Et Scarlett Johansson, enfin à ce moment-là, c'est une child actor, elle aurait pu ne jamais exploser comme elle l'a fait. Je pense que sa carrière est jalonnée, et c'est intéressant aussi au regard de sa carrière est jalonnée de moments où des réalisateurs et réalisatrices lui ont dit est-ce que tu veux changer, et elle a dit ok, let's go. Et pour moi, il y a ça, il y a 20 ans plus tard Marriage Story, en fait, il y a 15 ans plus tard, il y a des moments où qui est un en peu fait la même team Baumbach, exactement.
Exactement. En fait, elle a ses potes new-yorkais qui, quand elle en a trop marre de faire le Black Widow ou les rom-coms avec Chris Evans, enfin globalement, quand elle en a marre de Chris Evans, pour être honnête, elle rappelle ses potes new-yorkais qui lui Elle a donnent fait quoi avec Chris Evans? tout. Ils ont genre 20 films en commun. Ah ouais? Ils ont des films, des teen movies 2 ou 3. Ils ont une rom-com dont de Nanny Diaries. Non, vraiment, hein. Ils ont Sorti en tous quelle les année, Marvel, 2007. Tous les Marvel. Mais moi, j'ai eu un moment où forcément les deux me plaisaient, donc je suis allée voir ce qui se passait. Mais ils ont vraiment fait plein de films ensemble. Ils se connaissent depuis qu'ils ont 12 ans et ils sont dans la vie vraiment amis. C'est ouf. Ouais. ok. Voilà, écoutez, pour plus de fun facts. Mais justement, pour parler des comédiens, notamment, enfin, vous parlez de Scarlett Johansson et du fait que ça l'a imposé un peu comme une sorte, comme une star naissante, montante du cinéma indépendant américain et pas seulement cinéma indépendant. Ça a aussi un peu relancé la carrière de Bill Murray au début des années 2000, puisque Bill Murray, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus associé à des comédies, on va dire, grand public dans les années 80-90. C'est le héros, évidemment, de SOS Fantôme, puis du Jour de la Marmotte. Et au début des années 2000, arrive aussi un peu un tournant où Bill Murray lui-même devient du coup la star de Lost in Translation, qui, j'ai l'impression, le cimente comme étant genre l'acteur indé new-yorkais. Puis la muse excellence. de Coppola, un peu. Parce Un que, peu, enfin, il et a- ensuite il a fait Broken Flowers avec Jim Jarmusch avant d'aller s'infiltrer dans le Wes absolument tous les Anderson. films de Wes Anderson. Mais Voilà, je me suis vraiment toujours demandé, moi, effectivement, dans ce film, je comprends pourquoi elle a voulu Scarlett Johansson. J'avais vachement plus de mal à comprendre pourquoi elle avait voulu vraiment Bill Murray, parce que je crois qu'elle le voulait. Lui, il n'a Ouais. pas d'agent, il n'a dit pas de oui. téléphone, elle l'a harcelé pendant des il mois, est des mois. hyper chelou. Enfin, Il est hyper chelou, elle le voulait lui absolument. Et je l'aime beaucoup et je trouve que c'est génial ce qu'il fait avec ce rôle-là, mais sur le papier, je sais pas pourquoi elle a tapé cette telle obsession sur lui pour ce rôle-là, parce que je Question trouve pas d'énergie. forcément hyper vis-à-vis de sa carrière, il y a pas forcément vraiment un truc qui serait bon, parce qu'il était lui plutôt au pic de sa carrière à ce moment-là, donc je trouve qu'il y a même pas un truc. Enfin, je sais pas pourquoi elle a voulu absolument. Je pense que c'est une Ouais. figure qui tempère bien l'énergie de Scarlett Johansson et je trouve qu'il y a vraiment pas d'ambiguïté en fait entre les deux au début, C'est parce que peut-être lui ça, il a ouais. une figure vraiment très paternelle, Ouais. tu vois, et Oui, il fallait pas un acteur trop vieux beau, pas il trop fallait beau, pas ouais. trop machin. C'est Ouais. qu'il a Puis quand il a même cette énergie un peu weird qui. Ouais. il a quand même l'expression dépressive par excellence. Enfin, elle est Oui, juste c'est vrai. de ouf. Il a juste à Et il regarder a le quelqu'un. sarcasme, il a. Ouais. Tu sens que le mec il va mal. Bon voilà, c'est au revoir merci. Enfin, C'est quand même drôle qu'elle ait dit carrément qu'elle ferait pas le film si c'était pas lui, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper intense, je trouve. Il y en a d'autres des hommes moches à Ouais. Hollywood de son âge. Oui, bien Il y a sûr, même mais, pléthore. mais je trouve que quand tu vois le film, c'est un peu une évidence. Après Non, mais coup. complètement. Après coup, je suis Mais bien d'accord, sûr, mais sûr, sur mais le elle a papier, une vision. ouais, elle a Des une fois, il y a des vision. gens qui ont une vision sur Mm. des. C'est difficile à imposer et ça se fait quand même, quoi. Sur la mise en scène du film, notamment le fait qu'il est assez vite, enfin qu'on le catégorise comme un peu le proto renouveau du cinéma indépendant américain. Ah ouais, on le catégorise Bah, comme tel. je trouve qu'il y a un peu un côté du début des années 2000 en tout cas, c'est vraiment un peu Oui, c'est vrai, peut-être. c'est vraiment un peu voilà, c'est un film sur un acteur, il se passe pas grand-chose, il marche dans des couloirs, il parle, il mumble. C'est un peu le début du mumble. Ouais. non, ouais. Là-dessus, est-ce que tu as des choses à dire, Félix? Toi qui aimes tant le mumblecore. Mais c'est vrai que j'aime pas. Et en fait, pourquoi ce film me happe En vrai, moi j'ai cru que c'est c'était une plutôt blague pour ça que quand je tu posais l'as la dit question. sur le groupe. Quand Félix, Ouais, moi aussi, vraiment. en fait, on a fait un grand groupe pour demander les films estivaux de tout le monde et quand t'as dit Lost in Translation, je croyais que tu blaguais. C'est 100% D'ailleurs, t'as mis un sens. emoji, elle rigole. Oui, mais je pense que c'est parce que j'ai Ouais, fait comme non, Doug. Hein. mais c'est vraiment un film que j'adore et c'est ouais, je pense que c'est la musique qui joue pour beaucoup parce que c'était une période Ah où ouais. j'écoutais Air, j'écoutais tout, enfin c'est complètement ce genre de, enfin Bah, elle est la- très forte pour les BO. ouais, voilà. je trouve que sa Mais BO et la pour vibe de manière l'esthétique, générale, Ouais. ça C'est une fonctionne. personne, quand Ouais. tu récupères ses bouquins, pardon, je t'ai coupé, quand elle a fait récemment un livre d'ailleurs, elle sera en dédicace dans pas très longtemps à Paris, quand on enregistre ce podcast. Elle a écrit elle a collecte tous les mémorabilia de tous ses tournages jusqu'à présent, et ça s'appelle donc les Sofia Coppola Archives. C'est un objet magnifique quand vous aimez ce genre de conneries, et qui coûte évidemment 75 balles, et dedans, il y a vraiment un truc de en fait j'ai l'impression qu'avant même le scénario, ce qui peut lui jouer des tours par ailleurs, elle réfléchit tellement aux esthétiques et aux détails, et c'est pour ça que je la rapproche de Wes Anderson par moment, parce que quand tu ouvres ce livre, en plus il est du même rose que Grand Budapest Hotel, et en fait il y a un truc de petits objets, petits machins, et si ce livre, comme les livres pour enfants, pouvait avoir la musique quand on appuie dessus, je pense que ça serait d'autant plus dingo, parce que toutes ces BO, notamment par ses collaborations avec Air et avec Thomas Mars, son mari, il y a un truc qui clique, où en fait, même si le film est défaillant par moment, s'appelle par exemple Priscilla, c'est un film que je trouve très défaillant, son plus récent, et pour autant il y a tellement de choses qui cliquent pendant que tu le regardes qu'à la fin j'étais sur un nuage en sortant, Ouais. alors que l'histoire est horrible. Mais moi, c'est justement c'est ça qui fait que j'aime pas Sofia Coppola, c'est que j'ai l'impression qu'elle réfléchit
en tant que Alors, DA. voilà, DA, c'est bien pour sa DA, pour son univers et tout. Et c'est notamment vraiment dans Priscilla, moi j'ai eu l'impression de voir une collection de Polaroid dans Ouais. ce film, vraiment. Je comprends. Bah, Et c'est je c'est un, trouve c'est un que- peu le sentiment qu'on peut avoir avec Lost in Translation, hein, c'est que Ouais, ça C'est très commençait lisse. déjà à tomber là-dedans. j'ai pensé à Emmanuel, tu vois, sauf que Ouais, non. Wow. Ouais, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des. Mais bon, non, c'est quand même mieux Lost in Translation. Mais je trouve qu'avec Lost in Translation, elle commence à sombrer là-dedans. Et puis après, voilà, moi j'ai un peu décroché. Moi, c'est pas une réelle que j'aime beaucoup. En fait, en vrai, mais c'est vrai que c'est j'aime- hyper surprenant que J'aime pas ces films. c'est mais- si je puis me permettre, enfin, en te Permets-toi, connaissant un permets-toi. peu, C'est pas Félix Corr, hein. en fait, c'est pas forcément le genre de film que t'affectionnes particulièrement. Ouais. C'est pas forcément une réalisatrice que t'affectionnes particulièrement. Et pourtant là, Et pourtant, ça fonctionne. c'est intéressant. Ouais, mais parce que je pense que c'est les personnages, c'est les seuls personnages qu'elle a écrits qui m'ont vraiment touché et que je T'as vu trouve. Virgin Suicide? Ouais. J'étais un Alors peu c'est déçu. misogyne. en fait, t'es misogyne, Félix. Non, mais j'étais un peu déçu de Virgin Suicide. Tu vois, je trouve ça un peu fabriqué. Enfin, je trouve que le film est cool, mais il m'a moins fait l'effet de fascination que m'a fait Lost in Ok. Translation. Après, je C'est pense fou en vrai, encore cette une fois cinéaste. que le contexte a joué énormément, mais les personnages m'ont vraiment fasciné. En fait, Bill Murray, alors que j'étais assez jeune, je sais pas, j'arrivais vraiment à me projeter dans ce gars-là et je me disais, waouh, ça va être horrible d'avoir 50 ans et d'en arriver là et de se faire ce constat de sa vie. Tu vois, il y a un truc vraiment profond et très universel. Et surtout le personnage de Scarlett Johansson, où je crois qu'il y a une telle énergie. C'est la première fois que je voyais aussi un personnage féminin qui avait autant l'ascendance, tu vois, genre sur le personnage masculin et de manière générale dans le film, un portrait aussi sensible. Et je sais on parle beaucoup, tu vois, de female gaze, de male gaze en termes de pure réalisation. Je trouve qu'en fait, Sofia Coppola, pour le coup, s'inscrit un peu comme dans les Céline Sciamma et autres qui réfléchissent pour le coup à adapter ces concepts-là, mais pas au visuel, mais à l'écriture. À l'écriture, absolument. Exactement. Et je pense que c'est un des premiers films que j'ai vu où il n'y a pas de conflit, ou quasiment pas. Et je trouve que cette espèce de notion de réfléchir la dramaturgie sans conflit, ça fait chier un bon nombre de monde. J'ai vu un peu les critiques, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas ce film parce qu'ils s'ennuient. Mais moi, j'avoue que c'est un des seuls films où ça fonctionne avec moi, qu'il y a un truc qui se passe, ça a réussi à me choper parce qu'effectivement, je trouve que cette errance, elle a un but. Enfin, tu vois, j'arrive à. Et je trouve que tout ce que ça raconte, et à la fin, quand t'arrives évidemment au dénouement avec des guillemets et espèce de déchirement un peu entre les deux personnages. Ouais, moi j'avoue que j'ai pas pleuré parce que je pleure pas au T'es cinéma. un bonhomme en fait. Mais parce que je suis un bonhomme exactement, mais j'aurais complètement pu quoi. Enfin vraiment ça m'a profondément. Moi, je préfère imaginer la scène où tu regardes la VHS, parce qu'on a décidé que c'était ça, avec ton pote l'été dans un grenier, je sais pas où, et que vous chialez tous les deux devant votre vieux truc C'est cassé. des vrais- En vrai, je comprends tellement pourquoi c'est un film d'été pour toi maintenant, parce qu'il y a enfin, je suis d'accord que là, j'ai parlé d'un film d'été que de quand je suis adulte, mais il y a des films que quand je les ai découverts l'été à 2h du matin parce que t'as rien à En faire. vrai, on pourrait faire 150 épisodes, je pense. Complètement, mais on va à la saison 28 de La Perchée dans le cadre, il y aura toujours des films de l'été. Hein. Puis je pense que c'est vraiment un film de vibe, entre guillemets, Ouais. par excellence. Ouais. Et du coup, les films de vibe, tu les raccroches toujours enfin, tu vois, à l'état dans lequel ça t'a mis au moment où tu les as vus et du coup, la période dans laquelle tu les as vus, je trouve. Carrément. Et du coup, Ouais, c'est sûr. le Et lien est... puis je sais pas, ouais, c'est Tokyo la nuit, tu vois aussi. Il y a quand même, enfin, je sais pas, il y a quelque chose, il y a vraiment de la texture en fait. Il y a un truc assez palpable et c'est pour ça que même s'il y a pas vraiment d'histoire, je trouve que tu peux quand même piocher dans le film et qu'il a Et tout. beaucoup de choses à offrir. Il y a des effets sonores dans ce podcast. Et en plus, c'est quelque chose que toi, t'aimes plutôt bien. Mais ah merde, on casse des chaises. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Ah ouais. Bon bah moi je garde tout au montage. Non mais c'est aussi quelque chose que t'aimes plutôt bien quand on filme les environnements, quand on les fait exister. Et cet hôtel, je trouve qu'elle le fait exister aussi de cette manière-là. Je trouve qu'il y a un vrai, on réussit à choper l'état intime et personnel des personnages à travers justement ces espèces de couloirs d'hôtel complètement vides et aseptisés. Et il y a un vrai travail de cadrage pour le coup où elle découpe pas beaucoup, elle laisse beaucoup vivre les situations. C'est des plans qui sont vachement larges, mais où vraiment les personnages ont le temps de se développer en fait au sein des cadres. Et je trouve que c'est pareil, c'est une approche filmique que j'avais. Enfin, c'est très son père. Donc du coup, je trouve que évidemment j'avais déjà vu des films, mais c'est un des premiers films que j'ai vu qui était aussi un peu dans cette espèce de lignée artistique et esthétique. Et je pense que c'est pour ça que ça a été aussi un choc pour moi. Et peut-être que si je l'avais vu, enfin je l'avais découvert genre la semaine dernière, ça aurait moins. Et t'aurais vu plus de films avant, parce que j'aurais eu peut-être plus de références quelque part. À plaquer dessus quoi. En tout cas, le parc Hayat est devenu à Tokyo est devenu une attraction touristique en tant que telle. Aller boire un cocktail au bar du parc Hayat, je crois que là en ce moment il est fermé, mais c'est vraiment dans tous les guides touristiques. Et quand tu parlais des critiques qui avaient été faites au film, tu parlais donc sur la critique concernant
le traitement des personnages japonais. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquels tu pensais? Alors du coup, je crois qu'il y a évidemment l'âge de Scarlett Johansson et le côté, en fait, c'est une relation entre un gars qui a 50 ans et une jeune femme. Et en fait, moi, je suis pas d'accord avec cette critique parce qu'en l'ayant revu, je trouve que les deux sont extrêmement mal à l'aise tout du long avec justement ce qu'ils ressentent. Et je trouve que ça, c'est hyper cool parce que, je sais pas, il y a un truc... En fait, il y a un truc assez médiocre, je crois, dans ce film, notamment vis-à-vis du personnage de Bill Murray, que je trouve hyper juste et du coup très touchant. C'est ça qui les rend humains aussi et c'est ça qui quelque part donne une forme de complexité à la relation. Et je trouve qu'à aucun moment elle érotise qui que ce soit, à aucun moment elle sexualise qui que ce soit. Je trouve que c'est juste une espèce de pudeur comme ça, de sentiment de en fait ils ressentent ça c'est développé à ce moment-là, c'est un peu des gamins perdus dans Tokyo et c'est l'espèce de parenthèse pas enchantée parce que du coup il y a quand même un côté dépressif, mais parce que justement c'est permis, voilà, tous les deux ils sont un peu à des carrefours de leur vie et du coup ouais je comprends pas trop cette critique. Enfin, j'ai l'impression qu'on va juste venir s'attacher à l'âge stricto sensu des acteurs sur le tournage et pas du tout de ce qui est représenté et de la manière dont c'est représenté. Du coup j'avoue que moi cette critique elle tient pas et après je sais plus exactement mais c'est déjà le intéressant troisième point, de parler de ça. Mais voilà, je sais que c'est un film qui effectivement est revu un peu par moment à la baisse à l'aune de toutes ces réflexions. Or je trouve qu'en fait que c'est assez chic de taper sur Sofia Coppola, c'est-à-dire qu'il y a un truc aussi bien sûr. Voilà. Alors que tu vois, en le revoyant, il y a des scènes de sororité extraordinaires. Il y a une scène qui est géniale où t'as plein de japonaises qui sont en train de faire des plantations et t'as le personnage de Scarlett Johansson qui arrive et qui genre déambule et observe ces femmes en train de travailler et elle se prête au jeu et tout, enfin, et en même temps tout ça dans un silence absolu et c'est juste de la mise en scène, c'est juste tu vois l'espèce de pudeur et de douceur des cadres qui te transmet un peu ce genre d'émotion. Donc ouais, non, c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est vraiment très moderne et c'est dommage qu'on l'attaque là-dessus parce que je trouve ça un peu primaire, quoi. Enfin, il faut faire de l'analyse filmique un peu. Et donc on vous conseille de regarder cet été pour peut-être vous dépayser un peu et si vous êtes, je sais pas, en Bretagne, en Normandie ou dans le Pays Basque, d'avoir un petit morceau de Japon ou à Tokyo, de regarder Lost in Translation de Sofia Coppola. Bonnes vacances.